est confronté à l'heure actuelle plutôt par la fragmentation et la multiplication des récits et de la communication dans toutes ces formes technologiques avancées. Donc, on peut maintenant, dans cette phase de notre conversation, c'est aussi le moment d'aborder la question un peu des crises qui, dans les dernières 10 années, comme le sous-titre le dit, ont eu lieu et comment elles ont été communiquées, quelle place elles ont eu dans l'espace public européen, à travers les médias, mais aussi comment ils ont été les mises en scène qui ont eu lieu, les tentatives de mise en scène et de théâtraliser le pouvoir, le politique face à ces crises. Et donc, Luc, dans ton livre, il y a là justement des passages remarquables, des moments dont les dirigeants européens se retrouvent. La description des moments de discussion sont souvent très, très précises et détaillées. Tu as fait un travail un essai visuel, on pourrait l'appeler, ou une petite tentative de voir, mettre ensemble des images que non, je vais... Non, c'est plutôt une aide-mémoire, Ouais. parce que c'est pas un essai Okay. visuel, c'est un aide-mémoire. Voilà, on a vécu des crises intenses depuis 10 ans. Là, les images des places publiques dans la crise euro, à Madrid, à Athènes. Il y a l'histoire qui s'invite à la table du débat, des deux côtés du débat d'ailleurs, avec une Aphrodite grecque et sur la couverture de magazines allemands, etc. Et peut-être on va juste montrer ces images sans que je les commente. Aide-mémoire. Là, tu veux quand même... Oui, là, je vais juste faire une petite note en bas de page. Bon, je suis pas très universitaire toujours, mais parfois, il faut des notes en bas de page. Et là, vous voyez donc les deux hommes que vous connaissez bien. Poutine, il parle à la Douma pour l'annexion de la Crimée dans la Fédération russe. On est au mois de mars 2014. Et à droite, c'est le président Obama qui répond point par point à Poutine. Mais c'est l'endroit qui est intéressant parce que ça a lieu ici même à Beaux-Arts où il était à l'occasion d'un sommet devant 2000 personnes dans la grande salle. Comment elle s'appelle déjà, Nicolas? Henri Leboeuf. Henri Leboeuf, voilà, merci. Devant, et c'est ça qui m'a aussi intéressé, devant un nombre de drapeaux, et moi j'étais là parmi les 2000, et j'avais du mal à me retrouver, quelle était la logique protocolaire, et puis finalement j'ai compris qu'il y avait tous les drapeaux, et de l'Union européenne, et des pays membres de l'OTAN. D'habitude on ne met pas ensemble, hein, mais là, le président Obama, il voulait vraiment se mettre en scène, un peu comme le patron de l'Occident, donc toutes les réticences protocolaires habituelles, il les a mises de côté. Voilà, il parlait pour l'Occident. Voilà. Pardon pour la note qui était un peu trop longue. On continue la série. Oui, on continue la série. Et qui nous amène quand même aussi à la thèse centrale de ton livre, si je peux dire, cet changement de paradigme de la politique habituelle européenne qui se centrait sur la question de la règle vers une politique qui devra faire face à ces événements. Et donc tu as un peu aussi quand même la tâche ce soir de partager, voilà, on pourrait dire cette thèse centrale du livre et comment tu donnerais à les présents comme invitation à l'apprendre, à la comprendre dans tous ces aspects. Non, bien sûr, avec grand plaisir, mais c'est de dire que avec toutes ces crises, ces grands événements, ces chocs, ça change tout pour l'Union européenne, pour la façon dont on en fait l'expérience en tant que citoyen ou téléspectateur, mais aussi pour les dirigeants. Parce que dans tous ces moments de danger immédiat, comme lors de la crise de l'euro ou les crises des réfugiés, des migrants,
l'Union européenne a dû faire des choses pour lesquelles elle est très mal équipée, c'est-à-dire d'agir et de décider dans le moment même, de façon très vite. Donc, construite, bon, on en a parlé, vraiment comme une fabrique des règles pour parler, voilà, de la margarine et du droit de la concurrence que citait Florence tout à l'heure. Tout à coup, il y a une nécessité autre de faire face à des vrais dangers, où en plus il y a des passions démocratiques et populaires, où il y a des images parfois qui surgissent et qui accélèrent même les événements, surtout dans la crise des migrants, qui était aussi une affaire d'image. Et je crois que ça a duré un certain temps avant qu'on comprenne ce qui se passe, aussi puisqu'il y a bien sûr des circuits de discussion différents. Il y a les journalistes spécialisés dans les affaires économiques et monétaires qui ont parlé de la crise de l'euro, d'autres qui adorent la géopolitique ont parlé de la crise ukrainienne, etc. Et avec le recul, je pensais qu'on peut aussi y voir un mouvement d'ensemble, c'est-à-dire une Union européenne qui passe de ce qu'elle faisait avant, ce que j'appelle la politique de la règle, faire un marché, etc., construire patiemment, ensemble, un marché, à une Union européenne qui doit aussi être capable de faire de la politique de l'événement, c'est-à-dire voilà, faire face à l'inconnu ensemble, braver l'avenir en quelque sorte, réagir et agir. Et comme je disais, c'est une découverte pour le public, mais aussi pour les dirigeants. Et c'est quelque chose que j'ai vécu de l'extérieur. J'ai oublié le très beau mot pour les Grecs témoins que tu as cité, Nicolas, mais je me souviens très bien, aussi au début de la crise euro, par exemple, même au tout début, le premier sommet qu'avait organisé Herman Van Rompuy, pour qui j'ai travaillé, on était tous très contents, il y en a dans la salle ici, d'avoir un bon accord qui allait, on pensait peut-être, calmer la tempête qui s'annonçait par rapport à la faillite grecque. Et l'accord sur le papier était bon. Il énonçait un principe qui a, effectivement, on est le 11 février 2010, un principe qui a été la base de tout ce qui a été fait ensuite en termes de bouclier, ce qu'on appelle mécanisme de stabilité, etc. Sauf qu'on avait oublié un truc, c'est que quand on est dans la politique de l'événement, il faut aussi communiquer. On n'avait pas complètement oublié, mais c'est que c'était pas préparé. On a vraiment dû improviser une prise d'image lue à un endroit qui n'était pas adapté, un parc enneigé, c'était le parc Léopold, où il y avait deux présidents de l'Union européenne. Il y avait donc Van Rompuy qui lisait la déclaration avec laquelle les 27 chefs d'État étaient d'accord. Il y avait le président Barroso à côté, qui s'ennuyait un petit peu parce qu'il n'avait pas vraiment de rôle. Et Van Rompuy trébuchait et il pensait que c'était juste une prise d'image pour transmettre après, mais ils se sont rendus compte après que c'était du live et qu'il y avait donc des centaines de journalistes qui s'amusaient dans la salle de presse du Conseil où c'était transmis en direct. Et donc toute l'opération politique pour justement dompter l'événement était ratée puisque les marchés ne comprenaient pas ce qui se passait et n'avaient pas compris qu'il y avait quelque chose de fondamental. Donc découverte aussi pour les dirigeants, je vais les appeler, pour la classe politique, que à la différence, encore une fois, de l'ancien système politique de la règle, où on peut pas vraiment besoin de convaincre, ça se passe dans l'anonymat pour une bonne partie, et c'est pas toujours très grave, où on peut dire, voilà, on a telle ou telle règle pour l'hygiène dans les cafés, puisqu'on est tous d'accord, puisque tous nos experts sont d'accord, on justifie des décisions à base d'expertise, ou puisque c'est ainsi dans le traité, etc. Et en plus, on a le temps à sa disposition pour faire les règles du marché. Il y en a sans doute beaucoup dans la salle qui le savent beaucoup mieux que moi. On peut prendre parfois des années
entre une initiative de la Commission et le jour que ça rentre dans le journal officiel, il y a des années. Mais là, on était dans des situations, des images, vous les avez en tête, où il fallait agir parfois en 24 heures ou en 48 heures et prendre des décisions hautement controversées. 750 milliards pour la Grèce en l'espace d'un week-end, des sanctions économiques après l'invasion de la Crimée par la Russie, a décidé aussi en quelques jours. Et donc, ça change tout le fondement technocratique qu'a cité Marcel Gauchet ne fonctionne plus dans ces cas-là, puisqu'il faut convaincre autrement, il faut reconnaître aussi qu'il y a des vrais choix, parfois des choix tragiques qu'on doit faire, et des choix qui doivent aussi être débattus. Et je crois que cette prise de conscience, elle est là, mais on n'en a pas encore sans doute tiré toutes les conséquences. Moi, je voudrais, merci Luc, et tourner poser une question à Marcel Gauchet là-dessus. Ces rapports entre image, discours et pouvoir, cette communication du pouvoir, est-ce que vous pensez où on pourrait peut-être l'appeler le péché original, pourquoi on se retrouve dans cette situation? Est-ce que c'est que l'Europe qui se retrouve à improviser, ou en fait c'est une condition du politique à l'heure actuelle qui n'a peut-être à moins de repères, moins de fondaments pour son action, et donc l'improvisation est diffusée. Donc c'est deux questions à part que j'ouvre aussi à Florence. Donc cette question d'un côté, rapport image et pouvoir, et de l'autre cette question de l'improvisation politique. Est-ce que c'est qu'une condition de l'Europe ou c'est une condition plus générale? Alors, l'improvisation est devenue la condition du politique en général, dans le monde où nous sommes. Il faut en être conscient et pas forcément à son avantage. Le domaine théorique de la politique démocratique, c'est le programme. C'est après le choix des citoyens entre des options débattues dans une campagne électorale qui permet en principe le dégagement d'une ligne majoritaire. Mais l'un des aspects de ce qui est ressenti très généralement comme une crise de la démocratie maintenant, c'est l'affaiblissement extrêmement prononcé de la capacité programmatique au profit, d'une part, de la personnalisation. Et c'est un élément important. En fait, le programme est remplacé par la personne, l'image en tout cas, de la personne des dirigeants, dans un contexte où l'action politique, alors pour des raisons qui tiennent au contexte très général créé par la globalisation, le nouveau cours des économies dans un système de marché néolibéral, etc., etc. Il y a une période d'innovation technologique intense, donc qui amène en permanence des nouveautés sur lesquelles le politique est incapable d'anticiper, ce qui est normal. Tout ça fait que le domaine de la politique est devenu non plus celui de l'action, mais celui de la réaction, pour le dire d'une formule peut-être trop abrupte, mais qui résume l'essentiel. En gros, le pouvoir démocratique dans les démocraties qui fonctionnent se situe aujourd'hui à l'intersection de cette dimension de personnalisation du pouvoir tendant à gommer les dimensions programmatiques des politiques qui vont être menées, et d'autre part, et au fond même dans le choix des dirigeants politiques, d'aptitude à la réaction. Ce qui est un élément très clair, avec du coup d'ailleurs une espèce de dépolitisation des pouvoirs qui est très frappante, parce qu'au fond ce qu'on attend d'eux, c'est moins qu'ils développent une politique dûment annoncée avec les étapes qui pourraient y présider, que de se dire que les choses sont en de bonnes mains puisqu'on a affaire à des gens qui ont une aptitude tout à fait particulière à faire face à des événements inattendus. Si je prends un exemple français, parce que c'est ceux qui me sont les plus familiers, il est assez clair que presque entièrement la manière dont Nicolas Sarkozy avait mené sa campagne de candidat en France
à la présidentielle était basé sur cette capacité réactive. L'énergie, l'esprit de décision l'appui politique indispensable pour faire face, justement. Est-ce que cette évolution des démocraties peut se retrouver dans le système institutionnel de l'Union européenne tel qu'elle existe? Évidemment pas. Pour des raisons très profondes. C'est-à-dire que on a en fait les dernières évolutions ont créé une sorte de substitut qui n'en est pas un. Luc évoquait M. Van Rompuy, tout le respect qu'on peut lui porter n'empêche pas qu'il n'avait évidemment qu'une capacité d'incarnation extrêmement limitée de ce qui serait une volonté générale européenne. Et j'oserais dire que les dirigeants européens sont choisis en fonction de l'anonymat relatifs dans lesquels ils sont voués à rester. On ne voudrait pas d'une personnalité de premier plan qui risquerait de faire de l'ombre aux dirigeants démocratiquement élus, tout simplement. Donc, il y a d'autre part tout l'héritage technique qu'évoquait Luc et qu'il faut évidemment mesurer. Donc, l'évolution institutionnelle générale du cadre démocratique va contre ce qui est le gène européen, le gène de la construction européenne telle qu'elle s'est définie. C'est un élément clé, et évidemment que le domaine des événements, c'est-à-dire en fait événements, c'est on peut le définir très simplement, ce qui échappe aux règles disponibles, ce qu'on n'a pas le moyen de traiter, de faire entrer dans l'arsenal de normes disponibles. Là, il y a événements, on ne sait pas quoi faire. Il n'y a rien qui permette de répondre immédiatement. Et c'est par excellence ce pourquoi cette construction qui a été élaborée dans un cadre finalement assez stable, qui était celui de la guerre froide et d'un côté et du parachèvement de la deuxième révolution industrielle de l'autre côté, est complètement prise en défaut par les évolutions du cadre global dans lequel nous nous situons aujourd'hui. Oui. Pour prolonger votre propos, en fait, justement, non. L'objet du livre, c'est de raconter qu'elle n'est pas prise en défaut. C'est-à-dire qu'on a changé de monde, on a changé complètement d'Union européenne par un processus historique qui a commencé, mais on ne l'a pas vu parce qu'on est resté dans la technocratie de l'élargissement après la chute du mur. Mais en fait, voilà, l'Union européenne était adossée au rideau de fer. Elle s'était construite contre le rideau de fer dans sa relation avec les États-Unis. Le truc tombe, bon, ça n'a pas été immédiat, mais voilà. Et là, il y a quelque chose qui se met en place, et puis il y a l'euro. Et donc, en fait, c'était un projet hyper personnel. En fait, c'était les Européens qui réglaient leurs névroses entre eux, en faisant du droit, en faisant des papiers, etc., le marché unique, les grands programmes et tout. Allez, on y va, on est amis, on s'aime et tout. Et puis tout d'un coup, pouf, il n'y a plus de communisme. Et donc, voilà. Et là, en plus, la grande vague libérale, il relance le projet de la monnaie. Et donc, ce projet personnel, donc tourné sur lui-même, devient un projet, malgré lui, relationnel, c'est-à-dire qu'il faut faire avec le monde. Et donc, la première réalité, la première crise que décrit Luc, c'est la crise de l'euro. La première réalité qui, comme ça, submerge Bruxelles, c'est évidemment la crise financière, c'est-à-dire la monnaie, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas politique, qui a ses propres règles. Depuis avant qu'on invente, avant qu'il y ait des républiques en Europe, quoi. Je veux dire, c'est voilà. Et donc ça lui tombe dessus. Et ce qui est marrant, et c'est un peu l'inverse de ce que vous racontez, c'est qu'en fait, les Européens avaient fait l'euro pour se mettre à l'abri de la spéculation. Ça marche pendant un certain temps. Et puis tout d'un coup, effectivement, ce à quoi ils voulaient échapper au niveau national leur retombe dessus au niveau européen. Mais moi, je suis au contraire fascinée par la capacité d'adaptation. C'est hallucinant, c'est incroyable. Seulement, évidemment, l'Union européenne change complètement. C'est-à-dire que, très simplement, les premières années passées ici, c'était il y a 13 ans, je l'ai passé dans le sous-sol de la Commission européenne où il y a une salle de presse décorée avec des trucs de toxicomanie qui sont absolument abominables. Je ne sais pas qui a eu l'idée de faire ça, c'était super glauque. Après,
j'ai passé quelques années là. Après, je suis allée travailler au Parlement. Puis, au bout de quelques années, je travaillais plus qu'au Conseil. Donc, c'est-à-dire là où se réunissent au Conseil des ministres et où se réunissent aussi les chefs d'État européens. Donc, il y a eu une circulation du pouvoir dans les institutions qui est passée de la Commission au Parlement puis au Conseil. Et donc, en fait, on devrait complètement changer notre représentation du pouvoir et comprendre que maintenant, la négociation, c'est une négociation entre leaders nationaux. Et moi, je trouve qu'au contraire, c'est la marque d'une incroyable résilience et intelligence de ce système d'avoir permis, sans exploser, ce transfert de pouvoir au niveau des chefs d'État. Parce que qui est plus légitime qu'un chef d'État pour décider? Effectivement, donc après, bon, Verhofstadt regrette qu'on soit pas dans un système fédéral, mais je veux dire, moi, je trouve ça très, très, très bien que les chefs d'État négocient entre eux. Alors oui, ça fait un peu diète d'empire, mais au contraire, c'est un signe d'adaptabilité incroyable. Oui, je serais tout à fait d'accord. Le mot qui me venait à l'esprit, c'était le Galilée. Et pourtant, elle bouge. Hein. Pour moi, c'est un peu ça, ce que j'essaie aussi de montrer dans ce livre, qui est pour la première partie vraiment une chronique analysée des quatre crises, qui a quatre grandes crises, qui a vraiment des petits changements, mais qui sont très révélateurs et porteurs de sens. Et, bien sûr, personne ne se trompe ici dans la salle. Je vous rassure, il n'y a pas une personne qui incarne l'Union européenne. Et pourtant, il y a aujourd'hui beaucoup plus de visibilité et des efforts pour agir en commun. Parce que, pourquoi on a parlé des origines? Les origines, c'était l'impuissance réciproque. L'impuissance organisée, tout le monde se lie les mains, on ne fait plus rien. Hein, on s'aime, comme disait Florence. Là, ce que l'Union européenne essaye de faire, par exemple avec l'instrument qui s'appelle Conseil européen, mais il y en a d'autres, c'est de décider à plusieurs. C'est très difficile, mais pas impossible, parce qu'il y a eu des improvisations complètement ratées aussi, j'en parle, mais aussi des improvisations réussies, où l'Europe a su improviser à plusieurs. Et ça me paraît fascinant parce que c'est la seule voie, je dirais, vers quelque chose d'autre. Hein. Il n'y aura pas de révolution, mais il faut faire avec ce qui a été construit, mais en regardant aussi comment un pouvoir s'organise quand même. Juste un mot d'explicitation par rapport à ce que j'ai dit. Évidemment qu'il ne s'agit pas de nier l'adaptabilité de ce système, pour une raison d'ailleurs qui se comprend très bien, c'est qu'il est relativement ouvert et qui ne comporte pas une définition absolument rigide des règles du jeu. Il ne peut pas d'ailleurs, ce serait vraiment très compliqué à faire. Quand on a essayé de faire une constitution européenne, on s'en est aperçu. Mais tout dépend du point de vue d'observation. Tout ce que vous dites est parfaitement juste, mais c'est invisible. C'est confusément perçu par les populations. Et on revient au problème de la communication, qui est un problème de plus en plus crucial à l'intérieur de l'espace démocratique. Donc c'est là que ça se passe. C'est-à-dire que oui, il y a une capacité d'adaptation et un changement très profond. Des mécanismes, même, on ne dirait pas institutionnels, mais quasi institutionnels, reconnus par la machine comme la bonne façon de procéder, disons sans que ce soit officiel. Mais qu'est-ce qui en est dit à l'extérieur ? Qu'est-ce qui passe dans l'esprit des populations ? C'est ça la question clé qui est posée. Et quand je parlais du hiatus qui sépare cette machine qui a l'air inerte, même si elle ne l'est pas, mais de l'extérieur, elle a l'air inerte. Du point de vue de la perception qu'en ont les populations, ces adaptations ne sont pas perçues, voire même créent une espèce de confusion. Qui décide quoi, à quel niveau, dans quel processus? Il y a un enchevêtrement d'images qui se contredisent, à l'intérieur duquel seuls les initiés se retrouvent. Les initiés d'un jeu politique
qui est même déconnecté des jeux politiques nationaux, puisque dans chaque pays, il y a en fait un petit groupe de politiques spécialisés dans la gestion du rapport à l'Europe. Mais la masse en est coupée, même des professionnels de la politique. Et ça dit beaucoup, avec des degrés très variables d'ailleurs selon les pays. Ce qui fait que il ne suffit pas de s'adapter, il faut encore que cette adaptation trouve un langage et une image qui soit parlante pour les peuples. C'est là qu'est le problème actuel de l'Europe. Ben, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est de ça qu'on parle. Donc, parce qu'on sait très bien qu'il y a un écart entre, disons, ce qui se fait ici à Bruxelles, dans cette ville, ce qui est réuni sur quelques kilomètres carrés en termes d'intelligence politique, médiatique, et ce qu'en ressentent les citoyens, disons les 500 millions de citoyens européens. Il n'empêche que de leur côté aussi, ils veulent savoir ce qui se passe, ils s'y intéressent autrement que dans le passé. Hein. Pensons aux images qu'on a montrées de toutes ces places publiques, mais ce n'est pas tout. Il y a, moi, ce qui me frappe, c'est l'importance des sujets européens dans les élections nationales. Pendant 30, 40, 50 ans, les politologues ont expliqué à tous ceux qui s'occupaient des affaires communautaires, comme on disait à l'époque, que ça n'intéressait pas les électeurs. Hein, que c'était pas salient, comme disent les politologues américains. Mais très bien, c'était vrai, je dirais, jusqu'en 2005. Jusqu'en 2005, plus ou moins, on pouvait dire que le seul scrutin national jamais décidé sur un sujet européen, c'était justement en 65 en France, quand De Gaulle n'a pas gagné le premier tour directement à cause de la crise de la chaise vide. Hein. Donc, il y a très longtemps. Mais ça a tout changé. Maintenant, presque toutes les élections nationales, ou en tout cas beaucoup, se décident aussi sur des sujets européens. La migration, l'euro, etc. Depuis 2010, il y a un très grand nombre de chefs d'État ou de gouvernement qui ont perdu le pouvoir chez eux à cause des mauvaises décisions, soit d'eux-mêmes, soit de leurs prédécesseurs, etc. Et donc, à cet égard, il y a vraiment un éveil du public qui est un facteur clé. Et le public, d'ailleurs, il va aussi se prononcer dans 6 mois lors des élections européennes, sans doute. Bon, on en parlera peut-être après. Mais ça, c'est quelque chose qui n'échappe pas, je pense, ni aux dirigeants nationaux, ni aux responsables à Bruxelles. Et c'est tout à fait nouveau. On ne peut pas dire qu'il y a tout à coup un espace public européen partagé, mais il y a quand même la conscience maintenant que ce qui se passe en Grèce a de l'importance aussi ici ou en Finlande ou au Portugal, et que ce sont des problèmes partagés. Et ce qui manque, c'est vraiment le lien entre ce que le système essaie de bricoler d'une part et cette expérience citoyenne d'autre de ces crises. Florence ? Oui, peut-être avant d'arriver à faire le lien avec le citoyen, je crois que la connexion, mais très très forte, entre politique européenne et politique nationale, elle est faite. Il n'y a plus de différence. Oui. Je veux dire, qui il y a 10 ans se serait intéressé en Belgique à une élection en Italie? Enfin, combien de personnes, je veux dire? Il y a des gens qui s'intéressaient, mais je veux dire, aujourd'hui, on lit au quotidien, sur tous les sites de tous les journaux, la moindre déclaration du ministre de l'Intérieur, Salvini, etc. On est complètement pris là-dedans. Enfin, voilà, on est le 15 novembre à Bruxelles, je veux dire, on est en plein psychodrame du Brexit. Je veux dire, s'il y a un exemple, mais par excellence, qui montre à quel point la politique nationale et la politique européenne ne forment plus qu'un,
c'est quand même celui du Brexit. Je veux dire, le sort de Theresa May dépend de la négociation. Donc il y a un effet. On est dans un système même pas pyramidal avec la politique européenne et les politiques nationales, mais circulaire en quelque sorte. Je veux dire, et donc les élections européennes, enfin il faut aller voter, hein, mais l'élection du Parlement européen n'est pas une élection plus importante pour l'Union européenne que l'élection du Parlement néerlandais, que l'élection du Parlement allemand, que l'élection du Parlement grec. Tout ça ne fait plus qu'un seul système. Et les Britanniques veulent en sortir et ils n'y arrivent pas. Et il y a des raisons. C'est pas parce que Michel Barnier est un peu obtus, pas du tout. C'est parce que c'est devenu impossible d'en sortir. Et ça... Mais alors, comment vous voulez raconter ça au quotidien? Donc, c'est évidemment très compliqué. Mais après, moi, je ne serais pas si pessimiste. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'informations avant sur ce qui se passe, à la fois au niveau européen. C'est très difficile de raconter dans un article une négociation, une nuit de négociation dans un Conseil européen. C'est vraiment assez difficile. Mais il y a d'autres. D'abord, on le fait quand même. Et puis voilà, en fait, c'est pas ça non plus qui est important. L'important, c'est que les gens lisent quelque chose sur ce qui se passe en Belgique, sur ce qui se passe en Allemagne, etc. Et voilà. Et ça commence à venir. Et c'est normal que ce soit très, très compliqué. Mais je serais pas si pessimiste que ça. Moi, je suis plus pessimiste sur la forme que prend l'information. Sur l'impact de l'Internet, sur la fragmentation de l'information et les médias en tant que médias. Mais je trouve que le constat de l'immixtion complète de la politique européenne dans la politique nationale, il est vraiment même pas du tout contestable, quoi. Moi, je voudrais quand même revenir. Merci Florence pour cette note plus positive dans cette réflexion qui est quand même. Non, ouais, sur le Brexit, je pense que c'est très difficile de rester positif, bien sûr. Non, mais je voulais revenir sur un point qu'on a peut-être juste commencé à aborder et peut-être être même trop difficile à aborder. C'est un thème à part pour toute une soirée, mais la question de l'image, de la gestualité, on a évoqué justement cette manque de charisme ou de capacité de communiquer des protagonistes, des dirigeants européens. Même, et ce que je trouve formidable dans le livre, et même triste à constater, c'est l'analyse de combien de politiciens nationaux ont perdu le pouvoir pour avoir choisi de la carte européenne à des moments de crise. Tu fais référence à Zapatero, mais même chose en Grèce, et je pense en Slovénie, c'était Slovaquie, pardon. Voilà, c'était un ministre slovaque qui a perdu ça. Donc, est-ce que justement du moment qu'on prend la cause européenne, on décide de la défendre, quand on dit que c'est tout un même système, oui, mais c'est un système qui punit à l'heure actuelle. Plus que récompenser. Non, vous pensez pas. C'est une question ouverte. Donc, par rapport au livre, cette analyse, c'est juste un sous-texte. C'est pas comment vous la décrirez, cette question de la perte de pouvoir de qui s'engage dans la politique européenne. Ou peut-être le voir d'une autre façon, qu'on arrive à la politique européenne comme une trajectoire plutôt de fin de carrière ou comme... Non, je ne parlais pas en ces termes. Je dirais que l'importance dans ces épisodes politiques divers, c'était aussi qu'il y avait une incarnation de telle ou telle décision. Parce que le fait même qu'on puisse punir un homme ou une femme politique, ben c'est vachement bien. Hein, parce qu'au moins on sait qu'il y a quelqu'un qu'on peut rendre responsable, ou même, et c'était ça aussi d'ailleurs, la beauté du geste donc du Premier ministre slovaque Radíková, elle a assumé la responsabilité pour les choix qu'elle devait faire. C'est-à-dire, sur le plan technique, il fallait un peu plus d'argent pour les Grecs, je résume très brutalement, et elle pouvait uniquement consentir à cette décision sous pression d'un parti de coalition, si elle appelait de nouvelles élections chez elle qu'elle savait qu'elle allait perdre. Donc c'était très tragique, en effet. Mais elle l'a fait quand même. Donc mais à ce moment-là, elle a donc assumé la décision incarnée.
Et c'est vraiment du progrès aussi par rapport à un système dont parlait aussi Marcel Gauchet, où on ne sait pas qui fait quoi et quand, où c'est juste un enchevêtrement d'acteurs entre institutions, soit des acteurs politiques, soit en plus des fonctionnaires, des juges, etc. Et je crois que c'est vraiment le début de la lisibilité politique et donc aussi début de la capacité pour les citoyens d'avoir une prise, c'est d'avoir quelqu'un qui se montre, qui est responsable. Et donc je suis un petit peu moins critique que vous, Marcel Gauchet, pour cette idée de réactivité ou de personnalisation du pouvoir. Je pense que c'est en effet très ancien et qu'au fond, la période de la politique programmatique des partis, etc., ça a duré un siècle ou même pas. Hein. Ce n'est pas pour rien que Bon, moi, je lis très volontiers Machiavel dans tous les sens, mais lui, il ne dit pas improvisation, mais il dit aussi faire face à l'événement. C'est le cœur même de la vie politique depuis toujours, avoir une prise sur les événements, et ça demande certaines qualités personnelles aussi, et que ces qualités soient visibles et assumées. Je trouve que c'est un début de communication. Je pense que c'est le moment de montrer un prochain vidéo que tu as choisi et que Florence, tu veux l'introduire. Que Florence et moi on choisi. Vous avez choisi ensemble. Dont Florence m'a parlé. Je montre d'abord le vidéo. Dont Florence m'a parlé, moi je l'avais. Oui, non. Non, il faut quand même l'introduire. Sinon on peut voir rien. Donc, en fait, c'est une très courte vidéo qui est intitulée, qui est au début d'un Conseil européen à Salzbourg, en Autriche, le mois dernier. Et avant chaque Conseil européen, sur le site tout à fait officiel du Conseil européen, on voit des images très barbantes des chefs d'État qui passent, qui font des commentaires devant les micros, etc. Et puis, il y a ce qu'on appelle le tour de table, qui est un moment, une séquence de 2 minutes, habituellement hyper rasoir, donc c'est dans une salle de réunion officielle, etc. On les voit s'asseoir, mais qui peut être marrante parce qu'on voit la petite mimique, Merkel qui est à côté de Tsipras, qui bavarde, etc. Donc là, c'était le tour de table du conseil informel à Salzbourg le mois dernier, où il y avait pas mal de confrères, mais on était aussi très nombreux à suivre ça sur le canal officiel et public d'ailleurs. Je vous invite par curiosité un jour à y passer 1 heure pour voir ce qu'il y a du conseil. Et donc on cherche ça et voilà ce qu'on voit, le tour de table du conseil. Alors, autant vous dire que, parce qu'évidemment maintenant tout arrive par Twitter, donc le porte-parole de la présidence autrichienne tweet le truc en toute candeur, je ne sais même pas s'il avait regardé, je ne sais pas qui a fait ce truc, avec son téléphone portable j'imagine, un stagiaire peut-être de la présidence, je sais pas. Il tweet le truc, et là, volée de tweets, mais vraiment, alors ça allait du très gentil, du genre... Oh là là, quand même, ces Autrichiens, quel sens du spectacle et de la mise en scène, c'est magnifique. Et puis, évidemment, il y a eu une série de quelques centaines sur le thème de Kubrick. Alors, on hésitait un petit peu entre Eyes Wide Shut et Docteur Folamour. Donc, avec l'art de mes confrères qui maîtrisent hyper bien les images, voilà, toutes sortes d'extraits dans tous les sens. Donc, ça a été... Le Conseil européen s'est ouvert comme ça sur une espèce de pluie de tweets. Ou alors, il y avait des Britanniques aussi qui disaient « Tout cela nous rappelle les heures les plus sombres de l'Europe. » C'est sinistre, etc. Bon, c'était juste qu'ils s'étaient complètement plantés et ça a été retiré 1 ou 2 heures après. Ils ont mis « Bon, on va
pourra pas, je sais pas si on a l'autre version, une version avec la même musique parce que c'est assez chouette. Et donc effectivement, c'était sur une scène de théâtre, etc. Mais la manière dont c'est filmé et surtout le décalage entre cette musique très spéciale et les dirigeants eux-mêmes, c'était super saisissant. Donc c'était voilà, voilà. Donc ça pose la question. Enfin, ça veut dire aussi que faire des images officielles sur les réunions européennes, c'est pas forcément évident. Mais surtout, je crois ce que ça montre, c'est que c'est un système qui est pas fini, c'est pas maîtrisé. Je veux dire, ça n'arriverait jamais. La République française ne mettrait jamais ça sur les feeds Twitter de Macron. Enfin, je veux dire, vous imaginez ça? Oui. Non, mais voilà, c'est un système enfin, moi que je trouve sympathique aussi parce que qui fait des gaffes, qui se plante, et ça vraiment, c'en est une. Et ça ne fait de mal à personne en même temps, hein, franchement. Donc voilà. Mais je trouvais que c'était vraiment assez illustratif de cette sorte d'improvisation, justement, enfin, d'une manière d'essayer de raconter les choses qui ne sont pas très faciles à raconter. Tout à fait. Vous voulez encore commenter, peut-être, Marcel Gaucher, le vidéo ou autrement, je passe à la question peut-être la plus difficile de la soirée. Sinon, je voulais dire, moi, ça m'a aussi amusé parce que je parle beaucoup de la métaphore du théâtre dans le livre. Et là, on voit en même temps une conscience de la nécessité de la mise en scène, mais vraiment de façon un peu trop littérale en quelque sorte, parce que mais voilà, on est à l'Opéra en Autriche et sans public, sauf ces 1000 journalistes devant leurs écrans et peut-être une trentaine dans la salle. Et donc ça montre bien que ça coince quelque part, mais c'est quand même aussi un effort et un début de cette mise en scène, donc émouvant aussi, je trouve, quelque part. D'accord, tout à fait.